Son mari a choisi le jour de son accouchement pour venir avec sa maîtresse lui demander de signer les papiers du divorce. Elle venait à peine de mettre son fils au monde. Elle avait encore les larmes de joie sur les joues, et cet homme, le père de son enfant, est entré dans cette chambre d'hôpital avec une autre femme à son bras pour lui arracher sa signature. Elle a signé en pleurant. Elle a signé parce qu'elle ne voulait pas supplier un homme qui ne voulait plus d'elle. Mais ce que cet homme ne savait pas, c'est que cette décision qu'il venait de prendre est la pire décision de toute sa vie. Une décision qu'il va regretter amèrement. Avant de continuer cette histoire, je veux que tu me dises de quel pays tu me regardes en ce moment. Écris le nom de ton pays dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Abonne-toi, aime cette vidéo et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Keisha avait 26 ans. C'était une femme douce, généreuse, avec un sourire qui pouvait illuminer une pièce entière. Elle avait grandi dans un quartier modeste de la Louisiane, élevée par sa mère, une femme forte qui lui avait appris la valeur du travail, du sacrifice et de la dignité. Keisha avait rencontré Jamal à l'université. Il étudiait le commerce, elle étudiait la comptabilité. Leur histoire d'amour avait commencé simplement. Un regard dans un couloir. Un café partagé à la bibliothèque. Des promenades le long du fleuve le soir après les cours. Jamal était charmant. Il savait parler aux femmes. Il savait dire les mots qu'il fallait au moment où il fallait. Et Keisha était tombée amoureuse de lui comme on tombe dans un puits. Sans voir le fond, sans mesurer la profondeur, sans se demander si quelqu'un serait là pour la rattraper. Ils s'étaient mariés 2 ans après leur rencontre. Le mariage avait été simple, mais beau. Keisha portait une robe blanche qu'elle avait cousue elle-même avec l'aide de sa mère. Sa mère, Diane, avait pleuré de joie ce jour-là. Elle avait pris Jamal par les épaules et lui avait dit « Prends soin de ma fille, elle est tout ce que j'ai ». Jamal avait promis. Il avait juré devant Dieu, devant les hommes, devant la famille, qu'il serait un bon mari, qu'il protégerait Keisha, qu'il la rendrait heureuse. Mais les promesses, parfois, ne sont que des mots lancés dans le vent. Les premières années de mariage avaient été plutôt heureuses. Jamal avait trouvé un travail dans une entreprise de logistique. Keisha travaillait comme comptable dans un petit cabinet. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient assez pour vivre correctement. Ils avaient loué un petit appartement pas très loin du centre-ville. Le soir, Keisha préparait le repas pendant que Jamal regardait le sport à la télévision. Le week-end, ils allaient se promener ou rendre visite à la mère de Keisha. Tout semblait normal, tout semblait en place. Mais sous la surface, les choses commençaient déjà à changer. Jamal avait commencé à rentrer tard. Au début, c'était 1 fois par semaine, puis 2 fois, puis presque tous les soirs. Il disait qu'il avait des réunions, des dossiers urgents, des clients difficiles. Keisha ne posait pas trop de questions. Elle faisait confiance à son mari. Elle croyait en lui. Elle se disait que c'était normal quand un homme travaillait dur pour faire avancer sa carrière. Alors, elle attendait. Elle gardait le repas au chaud. Elle restait éveillée jusqu'à ce qu'il rentre. Et quand il rentrait, elle l'accueillait avec le sourire. Toujours avec le sourire. Quand Keisha avait découvert qu'elle était enceinte, elle avait pleuré de bonheur. Depuis des mois, elle ne se sentait pas bien. Des nausées le matin, une fatigue constante, des vertiges qui la prenaient au travail. Elle avait d'abord pensé que c'était le stress. Le rythme du boulot, les tensions à la maison, le manque de sommeil, mais un matin, en se regardant dans le miroir, elle avait compris. Son corps lui parlait. Ses seins étaient gonflés, son ventre avait légèrement changé de forme. Elle avait filé à la pharmacie, avait acheté un test de grossesse, et là, dans la petite salle de bain de leur appartement, les 2 barres roses étaient apparues. Keisha était restée assise sur le bord de la baignoire pendant 10 minutes. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle allait être mère. Un bébé grandissait en elle. Le soir, elle avait préparé un repas spécial pour Jamal. Elle avait mis la table avec soin. Des bougies, une nappe propre, le plat préféré de Jamal. Quand il était rentré, elle lui avait tendu le test de grossesse avec un grand sourire. Jamal avait regardé le test. Puis, il avait regardé Keisha. Et pendant un court instant, elle avait vu quelque chose passer dans ses yeux. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de l'émotion, c'était autre chose.
quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude, peut-être même à de la contrariété. Mais ça n'avait duré qu'une seconde. Jamal avait souri et l'avait prise dans ses bras. Il avait dit « C'est formidable, je suis content ». Mais Keisha avait senti que ses mots sonnaient creux, comme une cloche fêlée. Les mois de grossesse avaient été difficiles. Keisha avait des nausées sévères pendant les 3 premiers mois. Elle vomissait presque tous les matins. Certains jours, elle ne pouvait même pas se lever pour aller travailler. Elle avait dû réduire ses heures au cabinet. Son patron était compréhensif, mais elle savait que la situation ne pouvait pas durer. Pendant ce temps, Jamal était de plus en plus absent. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Les week-ends, il disait qu'il devait voir des collègues, qu'il avait des projets importants. Keisha ne se plaignait pas. Elle endurait en silence. Elle se concentrait sur le bébé qui grandissait dans son ventre. Elle lui parlait le soir, seule dans le lit, en caressant son ventre rond. Elle lui disait « Tu verras, mon bébé, quand tu seras là, tout ira mieux. Maman va te donner tout l'amour du monde. » Au 6e mois de grossesse, Keisha avait remarqué un parfum inconnu sur la chemise de Jamal. Un parfum de femme, sucré, capiteux. Ce n'était pas le sien. Son cœur avait fait un bond dans sa poitrine. Elle avait regardé la chemise pendant de longues minutes, comme si elle espérait que le parfum allait disparaître tout seul. Elle avait même porté la chemise à son nez plusieurs fois, priant pour que ce soit une erreur. Mais l'odeur était là, bien réelle, bien présente. Elle avait voulu demander des explications à Jamal, mais elle avait eu peur. Peur de la réponse. Peur de ce que cette réponse pourrait détruire. Alors elle avait rangé la chemise dans le panier à linge et elle n'avait rien dit. Elle avait avalé sa douleur comme une pilule amère. Et elle avait continué à sourire. Parce que c'est ce que Keisha faisait. Elle souriait même quand elle avait envie de crier. Le 8e mois, Jamal avait commencé à dormir certaines nuits à l'extérieur. Il disait qu'il dormait chez un ami, que la route était trop longue pour rentrer, que c'était plus pratique. Keisha encaissait. Elle dormait seule dans leur grand lit, une main sur son ventre énorme, l'autre agrippée à l'oreiller de Jamal. Elle pleurait en silence pour ne réveiller personne, même si personne n'était là pour l'entendre. Et puis le jour était arrivé, le jour de l'accouchement. Keisha avait ressenti les premières contractions un mardi matin, vers 6 heures. La douleur était venue par vagues, d'abord espacée, puis de plus en plus rapprochée. Elle avait appelé Jamal. Il n'avait pas répondu. Elle avait appelé encore. Toujours pas de réponse. C'est sa mère, Diane, qui l'avait accompagnée à l'hôpital. Diane avait tenu la main de sa fille pendant tout le trajet. Tous avaient à contrer, lui répétant « Ça va aller, ma chérie. Maman est là. Maman sera toujours là. » L'accouchement avait duré 8 heures. 8 heures de douleur, de cris, de sueur. Keisha avait poussé de toutes ses forces, encouragée par sa mère et les infirmières. Et quand le cri du bébé avait retenti dans la salle, Keisha avait senti une vague de soulagement et de bonheur l'envahir tout entière. Son fils, son petit Kevin. Il pesait 3,5 kg. Il avait de grands yeux noirs et de petites mains qui s'agitaient dans l'air comme s'il voulait attraper le monde entier. L'infirmière avait posé le bébé sur la poitrine de Keisha. Et à cet instant, Keisha avait su. Elle avait su que, quoi qu'il arrive, elle donnerait sa vie pour cet enfant. Chaque goutte de son sang, chaque battement de son cœur, chaque souffle de sa respiration appartenait désormais à ce petit être fragile qui dormait contre elle. Diane avait pleuré en voyant son petit-fils. Elle l'avait pris délicatement dans ses bras et l'avait bercé en chantant une vieille berceuse. Keisha avait fermé les yeux un instant, épuisée mais heureuse. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en paix. Elle se disait que, peut-être, avec ce bébé, les choses allaient s'arranger entre elle et Jamal. Que la naissance d'un enfant pouvait tout changer. Que Jamal allait comprendre ses responsabilités. Qu'il allait revenir vers elle. Qu'il allait redevenir l'homme dont elle était tombée amoureuse. 2 heures après l'accouchement, la porte de la chambre s'était ouverte. Keisha avait levé les yeux en pensant que c'était une infirmière. Mais ce n'était pas une infirmière, c'était Jamal. Il portait une chemise bien repassée et un pantalon neuf. Il sentait l'eau de Cologne. Et il n'était pas seul.
À côté de lui se tenait une femme que Kisha n'avait jamais vue. Elle était grande, mince, avec des cheveux longs et lisses. Elle portait une robe serrée et des talons hauts. Elle regardait Kisha avec un air de supériorité qui donnait envie de vomir. Cette femme s'appelait Kia, et elle tenait le bras de Jamal comme si c'était le sien. Kisha avait regardé cette scène sans comprendre. Son cerveau refusait de traiter ce qu'il voyait. Son mari, le père de son enfant, dans la chambre d'hôpital où elle venait d'accoucher, avec une autre femme à son bras. Diane s'était levée d'un bond, le bébé toujours dans les bras. Elle avait regardé Jamal avec des yeux qui lançaient des éclairs. « Qu'est-ce que c'est que ça, Jamal? C'est quoi cette femme ?» Jamal n'avait même pas regardé Diane. Il avait gardé les yeux fixés sur Kisha. Et d'une voix calme, presque froide, il avait dit « Kisha, il faut qu'on parle. » Kisha avait senti son cœur se briser. Pas se fissurer, pas se fêler, se briser en 1000 morceaux, comme un verre qu'on laisse tomber sur du carrelage. Jamal avait sorti une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Il l'avait posée sur le lit, à côté de Kisha. Kisha avait regardé l'enveloppe sans la toucher. « Qu'est-ce que c'est ?» elle avait demandé d'une voix tremblante. « Ce sont les papiers du divorce », avait répondu Jamal. « J'ai besoin que tu les signes. » Le silence qui avait suivi ces mots était le genre de silence qui tue, le genre de silence qui aspire tout l'air d'une pièce. Kisha avait cru qu'elle allait s'évanouir. Elle avait cru que le sol allait s'ouvrir sous elle et l'avaler tout entière. Diane avait posé le bébé dans le berceau et s'était avancée vers Jamal. « Espèce de monstre !» elle avait crié. « Ma fille vient d'accoucher, elle est encore dans son lit d'hôpital, et tu viens lui demander de signer un divorce? Avec ta maîtresse à côté de toi? Tu n'as aucune honte, tu n'as aucun cœur. » Jamal n'avait pas bougé. Kia non plus. Elle restait là, debout, avec son sourire narquois, comme si toute cette scène l'amusait, comme si la douleur de Kisha était un spectacle divertissant. Kisha avait regardé Kia. Elle avait regardé cette femme qui lui volait son mari, qui lui volait sa vie, qui lui volait ses rêves. Et elle avait compris. Elle avait compris que Jamal ne reviendrait pas, que tout était fini, que toutes ces nuits où il ne rentrait pas, toutes ces chemises qui sentaient le parfum d'une autre, tous ces mensonges, tout ça menait à ce moment précis. Ce moment horrible dans cette chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et la trahison. Kesha avait pris d'enveloppe. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à l'ouvrir. Elle avait sorti les papiers. Elle les avait lus rapidement à travers ses larmes. Les mots dansaient devant ses yeux. Dissolution du mariage, séparation des biens, garde de l'enfant. C'était froid, clinique, impersonnel. Comme si des années d'amour, de sacrifice et de dévouement pouvaient se résumer à quelques pages tapées à la machine. Diane l'avait supplié. « Ne signe pas, ma fille, pas maintenant, pas comme ça. Prends un avocat, réfléchis, ne lui donne pas ce qu'il veut si facilement. » Mais Kesha avait regardé sa mère avec des yeux remplis de fatigue et de douleur. Et elle avait dit « Maman, s'il veut partir, je ne vais pas le retenir. Je ne vais pas supplier un homme qui ne veut plus de moi. Je ne vais pas me battre pour quelqu'un qui n'a même pas eu la décence d'attendre que je sorte de cette chambre d'hôpital. » Elle avait signé. Chaque lettre de son nom était trempée de larmes. Chaque trait de son stylo était un coup de poignard dans son propre cœur. Quand elle avait fini, elle avait tendu les papiers à Jamal sans le regarder. Jamal avait pris les papiers, les avait remis dans l'enveloppe et s'était retourné pour partir. Avant de franchir la porte, il avait dit « Merci, merci ». Comme si Kesha venait de lui rendre un service. Comme si elle venait de lui prêter un livre ou de lui passer le sel. Merci. Ce mot avait brûlé Kesha plus que tout le reste. Kia avait suivi Jamal vers la sortie. Mais avant de partir, elle s'était retournée vers Kisha et elle avait dit « T'inquiète pas, je vais bien prendre soin de lui. » Et elle avait souri. Un sourire cruel, tranchant, venimeux. Un sourire qui disait « J'ai gagné et tu as perdu. » Diane avait dû se retenir pour ne pas se jeter sur cette femme. Kisha avait simplement fermé les yeux et laissé couler ses larmes en silence. Quand ils étaient partis, Kisha avait pleuré pendant des heures. Elle avait pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, jusqu'à ce que ses yeux soient secs et gonflés, jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse tellement mal qu'elle croyait que son cœur allait lâcher pour de vrai. Diane était restée à côté d'elle, silencieuse, lui tenant la main. Elle ne disait rien parce qu'il n'y avait rien à dire. Aucun mot ne pouvait réparer ce qui venait de se passer. Aucune phrase ne pouvait effacer la douleur de voir son mari vous quitter le jour même où vous donnez la vie. Et puis,
Au milieu de toute cette douleur, Kevin s'était mis à pleurer. Son petit cri avait traversé la chambre comme un rayon de lumière dans une pièce sombre. Kisha avait séché ses larmes, s'était redressée dans son lit et avait pris son fils dans ses bras. Elle l'avait regardé longuement. Ce petit visage innocent qui ne comprenait rien à ce qui se passait autour de lui. Ces petits yeux qui ne voyaient pas encore le monde tel qu'il était. Et Kisha avait pris une décision. À ce moment précis, elle avait pris la décision la plus importante de sa vie. Elle avait regardé son fils et elle avait dit « Je te promets, Kevin. Je te promets que tu n'auras jamais besoin de lui. Je te promets que tu auras tout. Tout l'amour, toute la force, tout le courage dont tu auras besoin. Maman est là. Et maman ne te laissera jamais tomber. » 3 jours plus tard, Kisha avait quitté l'hôpital. Elle n'était pas retournée dans l'appartement qu'elle partageait avec Jamal. Elle ne voulait plus voir cet endroit. Elle ne voulait plus sentir l'odeur de cet homme dans les draps. Elle ne voulait plus voir sa tasse de café dans l'évier ou ses chaussures dans l'entrée. Elle était allée directement chez sa mère. Diane l'avait accueillie les bras ouverts. La chambre de Kisha, celle de son enfance, avait été préparée. Le petit berceau de Kevin était installé à côté du lit. Diane avait dit « Reste aussi longtemps que tu veux, ma fille. Cette maison est ta maison. Elle l'a toujours été. » Les premiers mois avaient été un enfer. Kisha se réveillait la nuit en pleurant. Elle faisait des cauchemars où elle voyait Jamal et Kia rire ensemble pendant qu'elle restait seule dans le noir. Elle avait perdu du poids. Elle ne mangeait presque plus. La douleur de la trahison la rongeait de l'intérieur comme un acide. Certains jours, elle n'avait même pas la force de se lever. Elle restait dans son lit, les yeux fixés au plafond, à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour mériter ça? Est-ce qu'elle n'avait pas été assez belle? Est-ce qu'elle n'avait pas été assez attentionnée? Est-ce qu'elle n'avait pas assez cuisiné, assez nettoyé, assez aimé? Ces questions tournaient dans sa tête comme un ouragan qui ne s'arrête jamais. Et chaque question était un coup de couteau supplémentaire. Diane voyait sa fille se consumer à petit feu, et ça lui brisait le cœur. Elle qui avait elle-même élevé Kisha seule, elle connaissait cette douleur de se sentir abandonnée par l'homme qui avait juré de vous protéger, cette douleur de se retrouver seule avec un enfant et un avenir incertain. Diane entrait dans la chambre de Kisha, s'asseyait au bord du lit et lui caressait les cheveux sans rien dire. Parfois, le silence d'une mère vaut plus que 1000 paroles de réconfort. C'est Diane qui s'occupait de Kevin ces jours-là. Elle le nourrissait, le changeait, le berçait. Elle chantait pour lui les mêmes berceuses qu'elle avait chantées pour Kisha 26 ans plus tôt. Elle faisait tout pour que sa fille puisse prendre le temps de guérir. Et puis un matin, quelque chose avait changé. Kisha s'était réveillée et Kevin la regardait depuis son berceau. Il souriait. C'était la première fois qu'il souriait. Un vrai sourire, pas un réflexe. Un sourire qui disait « Maman, je suis là ». Et ce sourire avait fait quelque chose dans le cœur de Kisha. Il avait rallumé une flamme qui s'était presque éteinte. Kisha s'était levée ce matin-là, avait pris une douche, s'était habillée et avait pris son fils dans ses bras. Elle avait dit « C'est fini de pleurer. À partir d'aujourd'hui, je me bats. Pour toi, pour nous. » Kisha avait trouvé un travail dans un supermarché. Ce n'était pas le genre de travail qu'elle avait imaginé avec son diplôme de comptabilité. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait nourrir son fils. Elle devait payer les factures. Elle devait contribuer aux dépenses de la maison de sa mère. Alors, elle avait pris ce travail sans se plaindre. Elle commençait à 6 heures du matin et finissait à 3 heures de l'après-midi. Ensuite, elle rentrait, récupérait Kevin chez sa mère et passait le reste de la journée avec lui. Le soir, quand Kevin dormait, Kisha faisait des travaux de comptabilité à domicile pour des petites entreprises du quartier. Elle remplissait des déclarations fiscales, tenait des livres de comptes, préparait des bilans. Elle travaillait jusqu'à minuit, parfois plus tard. Ses yeux brûlaient de fatigue. Son dos la faisait souffrir. Ses mains étaient craquelées par les produits de nettoyage du supermarché. Mais elle ne s'arrêtait jamais. Jamais. Parce que chaque fois qu'elle avait envie de baisser les bras, elle regardait Kevin dormir paisiblement dans son berceau et elle trouvait la force de continuer. Jamal, pendant ce temps, avait refait sa vie avec Kia. Il vivait dans un bel appartement. Il conduisait une belle voiture. Il sortait dans les restaurants et les boîtes de nuit. Il ne payait aucune pension alimentaire pour Kevin. Il n'appelait jamais pour prendre des nouvelles. Il n'envoyait jamais un cadeau pour l'anniversaire de son fils. C'était comme si Kevin n'existait pas.
comme si ce petit garçon n'avait jamais été son enfant. Keisha ne demandait rien à Jamal, par fierté, par dignité. Elle se disait que si cet homme ne voulait pas faire partie de la vie de son fils, elle ne le supplierait pas. Elle ne le traînerait pas devant un tribunal. Elle ne lui courrait pas après. Elle ferait toute seule. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Kevin grandissait. Il grandissait vite. C'était un enfant joyeux, curieux, plein d'énergie. Il courait partout dans la maison de sa grand-mère. Il posait des questions sur tout. Pourquoi le ciel est bleu, maman? Pourquoi les oiseaux volent et pas nous? Pourquoi mamie a des cheveux blancs? Keisha répondait à chaque question avec patience et amour. Elle lui lisait des histoires le soir avant de dormir. Elle lui apprenait les lettres, les chiffres, les couleurs. Elle l'emmenait au parc le week-end. Elle jouait avec lui dans le jardin. Elle était à la fois sa mère et son père. Elle remplissait les deux rôles sans jamais se plaindre. À 5 ans, Kevin avait commencé l'école. Il était timide au début. Les autres enfants lui demandaient parfois « Il est où ton papa ?» Kevin ne savait pas quoi répondre. Il baissait la tête et il ne disait rien. Keisha avait remarqué que son fils revenait parfois de l'école avec les yeux tristes. Un soir, elle l'avait pris sur ses genoux et lui avait demandé ce qui n'allait pas. Kevin avait dit « Maman, pourquoi les autres enfants ont un papa et pas moi ?» Keisha avait senti son cœur se serrer. Elle avait pris une grande respiration et elle avait dit « Mon bébé, tu as un papa. Mais parfois, les papas ne sont pas prêts à être des papas. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Et tu sais quoi? Tu as quelque chose que beaucoup d'enfants n'ont pas. Tu as une maman qui t'aime plus que tout au monde. Et tu as une mamie qui ferait n'importe quoi pour toi. Alors ne sois jamais triste. Parce que tu es aimé. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Kevin avait 7 ans quand il avait touché un ballon de basket pour la première fois. C'était un samedi après-midi. Keisha l'avait emmené au terrain de jeu du quartier. Il y avait un vieux panier de basket avec un filet déchiré. Kevin avait ramassé un ballon qui traînait par terre et il avait lancé. Le ballon était rentré directement dans le panier. Keisha avait applaudi en riant. Kevin avait ramassé le ballon et il avait lancé encore dans le panier, et encore, et encore. Chaque tir rentrait. Comme si le ballon et le panier étaient faits l'un pour l'autre. Comme si Kevin était né pour faire ça. Un homme qui regardait depuis le bord du terrain s'était approché de Keisha. Il s'appelait Marcus. C'était un ancien joueur de basket qui entraînait maintenant les jeunes du quartier. Il avait regardé Kevin avec des yeux grands comme des soucoupes et il avait dit « Madame, votre fils a quelque chose de spécial. Je n'ai jamais vu un enfant de cet âge lancé comme ça. Est-ce que vous voulez que je l'entraîne ?» Keisha avait hésité. L'entraînement coûtait de l'argent qu'elle n'avait pas. Mais Marcus avait vu l'hésitation dans ses yeux et il avait dit « Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Pour un talent comme ça, c'est gratuit. » Et c'est comme ça que tout avait commencé. Marcus avait pris Kevin sous son aile. 3 fois par semaine, après l'école, Kevin allait à l'entraînement. Marcus lui apprenait les fondamentaux. Le dribble, le tir, la passe, le placement, la défense. Kevin absorbait tout comme une éponge. Chaque technique, chaque conseil, chaque correction, il l'intégrait immédiatement. Marcus n'en revenait pas. En 30 ans de coaching, il n'avait jamais vu un enfant apprendre aussi vite. Il avait dit à Keisha « Votre fils n'est pas juste bon, il est exceptionnel. Si vous le soutenez, il peut aller très loin, très, très loin. » Keisha avait redoublé d'efforts. Elle avait pris un 2e travail le week-end pour pouvoir acheter à Kevin de bonnes chaussures de sport. Pas des chaussures de marque, non, juste des chaussures solides qui ne lui feraient pas mal aux pieds. Elle économisait chaque centime pour payer les déplacements quand Kevin commençait à participer à des tournois dans les villes voisines. Elle lavait son uniforme chaque soir pour qu'il soit toujours propre le lendemain. Elle préparait ses repas avec soin en veillant à ce qu'il mange équilibré pour avoir l'énergie nécessaire. Keisha, de son côté, organisait sa vie entière autour de Kevin et du basket. Le matin, elle se levait à 4h30 pour préparer le petit déjeuner de son fils. Des œufs, du pain complet, des fruits, du jus d'orange frais. Elle avait lu des articles sur la nutrition des jeunes sportifs et elle appliquait tout ce qu'elle apprenait. Elle découpait les articles et les collait dans un cahier. Ce cahier, elle l'appelait le cahier de Kevin. Il y avait des conseils sur l'alimentation, sur le sommeil, sur les étirements, sur la récupération. Keisha n'avait jamais joué au basket de sa vie,
mais elle était devenue une experte dans tout ce qui entourait ce sport. Parce que c'était le rêve de son fils. Et le rêve de son fils était devenu le sien. Au collège, Kevin était devenu la star de l'équipe de basket. Il était le plus jeune joueur et pourtant le meilleur. Il marquait le plus de points. Il faisait les meilleures passes. Il dominait chaque match comme si les autres joueurs étaient au ralenti et lui en avance rapide. Les spectateurs venaient spécialement pour le voir jouer. Les parents des autres joueurs murmuraient entre eux « Cet enfant, il n'est pas normal. Il a un don, un vrai don. » Keisha assistait à chaque match, sans exception, même quand elle était fatiguée après une journée de travail de 14 heures. Même quand elle avait mal partout. Même quand elle avait envie de s'effondrer. Elle était là, dans les gradins, à crier le nom de son fils, à applaudir chaque panier, à encourager chaque effort. Et quand Kevin la cherchait du regard sur le terrain, elle était toujours là, toujours au même endroit, avec son sourire. Ce sourire qui lui disait « Je suis fier de toi, mon fils. Continue, ne lâche rien. » Les années passaient et Kevin ne faisait que progresser. Au lycée, il était le capitaine de l'équipe dès sa première année. C'était du jamais vu. Les entraîneurs des équipes adverses préparaient des stratégies spéciales rien que pour essayer de le contenir. Mais rien ne marchait. Kevin avait cette capacité rare de s'adapter à chaque situation, de lire le jeu avant qu'il se déroule, de voir des ouvertures là où personne d'autre ne les voyait. Il jouait avec une intelligence et une maturité qui dépassaient largement son âge. Sur le terrain, il ne parlait pas beaucoup. Il laissait son jeu parler pour lui. Et son jeu criait plus fort que n'importe quel discours. Les journaux locaux commençaient à parler de lui. Le jeune prodige de la Louisiane, l'enfant qui transformait tout ce qu'il touchait en or sur un terrain de basket. Les recruteurs des grandes universités commençaient à venir au match. Ils prenaient des notes, ils filmaient ses actions, ils se parlaient entre eux à voix basse. Ce gamin, il est spécial, il faut qu'on le récupère. Certains soirs, après les matchs, des agents venaient parler à Keisha dans le parking du gymnase. Ils lui donnaient des cartes de visite, ils lui promettaient des choses incroyables. Keisha prenait les cartes poliment, mais elle ne rappelait jamais. Elle ne voulait pas que des inconnus profitent de son fils. Elle voulait protéger Kevin de ce monde des affaires qu'elle ne connaissait pas et qui lui faisait peur. Elle se disait « chaque chose en son temps ». Pour l'instant, Kevin est un lycéen. Laissons-le être un lycéen. Keisha regardait tout ça avec un mélange de fierté et de peur. Fierté parce que son fils accomplissait des choses extraordinaires. Peur parce qu'elle savait que le succès pouvait changer les gens. Elle ne voulait pas que Kevin oublie d'où il venait. Elle ne voulait pas qu'il oublie les sacrifices, les nuits blanches, les repas sautés, les chaussures usées. Elle ne voulait pas qu'il devienne comme son père, un homme qui oublie ceux qui l'ont aimé, un homme qui tourne le dos quand les choses deviennent difficiles. Un soir, après un match où Kevin avait marqué 42 points, Keisha l'avait pris à part. Elle l'avait regardé dans les yeux et elle lui avait dit « Kevin, je suis tellement fière de toi. Tu ne peux pas savoir à quel point. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Le talent, c'est un cadeau. Mais ce qui compte vraiment, c'est le caractère. C'est la façon dont tu traites les gens. C'est la loyauté. C'est le respect. C'est l'humilité. Ne laisse jamais le succès te transformer en quelqu'un que je ne reconnaîtrai pas. » Kevin avait pris sa mère dans ses bras et il avait dit « Maman, jamais. Je te le promets. Tout ce que je fais, c'est pour toi. C'est grâce à toi. Et je n'oublierai jamais. » Au lycée, les offres de bourses universitaires avaient commencé à pleuvoir. Les plus grandes universités voulaient Kevin. Elles proposaient des bourses complètes, le logement, les repas, tout payé. Kevin avait le choix. Et ce choix n'était pas facile. Il ne voulait pas être trop loin de sa mère et de sa grand-mère. Mais en même temps, il savait que pour atteindre son rêve, il devait aller là où les meilleures opportunités se trouvaient. Keisha l'avait aidé à choisir. Elle avait étudié chaque offre avec lui, chaque programme, chaque entraîneur, chaque parcours d'anciens joueurs. Et ensemble, ils avaient choisi une grande université qui avait un programme de basket réputé dans tout le pays. Le jour où Kevin avait quitté la maison pour l'université, Keisha avait pleuré, pas de tristesse, de fierté. Son fils, cet enfant qu'elle avait élevé seule, sans l'aide de personne, cet enfant à qui on avait refusé un père, cet enfant qui n'avait jamais reçu un seul coup de fil de Jamal, allait maintenant étudier dans une des plus grandes universités grâce à son talent. Diane aussi avait pleuré. Elle avait serré Kevin dans ses bras tellement fort qu'il avait ri et dit « Mamie, tu m'étouffes ». Diane avait dit « Va mon petit,
Va montrer au monde entier ce que tu vaux. Et n'oublie jamais que ta mère et ta grand-mère seront toujours là pour toi. » À l'université, Kevin avait explosé. Il était devenu le joueur le plus dominant de sa conférence dès sa première saison. Il marquait en moyenne 30 points par match. Il distribuait des passes de génie. Il défendait comme un mur. Les stades étaient pleins quand il jouait. Les gens achetaient des billets juste pour le voir. Les commentateurs sportifs parlaient de lui comme du prochain grand joueur. Les comparaisons avec les légendes du basket se multipliaient. Mais Kevin restait humble. Il restait concentré. Il appelait sa mère tous les soirs, même quand il était fatigué après un match, même quand il avait des examens le lendemain. Il appelait et il disait « Maman, comment tu vas? Raconte-moi ta journée. » Keisha vivait pour ses appels. Chaque soir, elle s'asseyait dans le fauteuil du salon, le téléphone à l'oreille, et elle écoutait son fils lui raconter ses matchs, ses cours, ses amis. Elle riait quand il faisait des blagues. Elle le conseillait quand il avait des doutes. Elle le rassurait quand il avait peur. Et à la fin de chaque appel, elle disait « Je t'aime, Kevin ». Et il répondait « Je t'aime aussi, maman, plus que tout ». La dernière saison universitaire de Kevin avait été spectaculaire. Il avait mené son équipe jusqu'à la finale nationale. Le match avait été diffusé à la télévision devant des millions de téléspectateurs. Keisha et Diane étaient dans les gradins, au premier rang. Keisha portait le maillot de son fils. Ses mains tremblaient tellement elle était nerveuse. Diane priait en silence. Le match avait été serré, très serré. Les deux équipes se battaient point par point. Et dans les dernières secondes, alors que le score était à égalité, Kevin avait reçu le ballon. Il avait dribblé, il avait faim, et il avait lancé un tir de 3 points au buzzer. Le ballon avait tournoyé dans l'air. Tout le stade avait retenu son souffle. Et le ballon était rentré. L'explosion de joie avait été incroyable. Les joueurs s'étaient jetés sur Kevin. Les spectateurs hurlaient. Les confettis tombaient du plafond. Et Kevin, au milieu de cette folie, avait cherché sa mère du regard dans les gradins. Quand il l'avait trouvée, il avait pointé le doigt vers elle et il avait articulé silencieusement « C'est pour toi, maman ». Keisha avait pleuré ce soir-là. Mais cette fois, c'étaient les plus belles larmes de sa vie. Après l'université, le moment que tout le monde attendait était arrivé. Le recrutement professionnel. Kevin avait été sélectionné parmi les tout premiers choix. Les meilleures équipes professionnelles se battaient pour l'avoir. Les négociations avaient été intenses. Les chiffres donnaient le vertige. Des millions, des dizaines de millions. Des contrats qui dépassaient tout ce que Keisha avait pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Kevin avait signé avec une grande équipe. Le jour de la signature, il avait organisé une conférence de presse. Les journalistes étaient venus de partout. Les caméras flashaient de tous les côtés. Et Kevin, assis derrière son micro, avait dit quelque chose que personne n'a jamais oublié. Il avait dit « Avant de répondre à vos questions, je veux présenter quelqu'un ». Il avait fait signe à Keisha de venir le rejoindre. Keisha avait hésité. Elle ne voulait pas être sous les projecteurs. Elle n'aimait pas les caméras. Mais Kevin avait insisté. Alors elle s'était levée, avait lissé sa robe avec ses mains tremblantes et était venue s'asseoir à côté de son fils. Kevin avait pris sa main et il avait dit « Cette femme, c'est ma mère. Et tout ce que je suis, c'est grâce à elle. Elle a travaillé 2, parfois 3 emplois pour que je ne manque de rien. Elle n'a jamais raté un seul de mes matchs. Elle m'a appris que le talent ne suffit pas, qu'il faut aussi du cœur, de la discipline et de l'humilité. Si je suis ici aujourd'hui, devant vous, avec ce contrat devant moi, c'est parce que cette femme ne m'a jamais lâché, pas un seul jour de ma vie. » Les journalistes étaient émus. Certains avaient les yeux brillants. Keisha pleurait en silence, la main de son fils serrée dans la sienne. Kevin avait ajouté « Maman, tu m'as élevé seul. Tu as sacrifié ta jeunesse, ta carrière, ta santé, pour que je puisse avoir une chance. Aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler, tu n'auras plus jamais besoin de t'inquiéter pour les factures. Tu vas enfin pouvoir te reposer. Tu le mérites plus que quiconque sur cette terre. » La première chose que Kevin avait faite avec son argent, c'était d'acheter une maison pour sa mère. Pas une maison ordinaire, une belle maison, grande, lumineuse, avec un jardin immense où Diane pouvait planter ses fleurs. Une maison avec une cuisine moderne où Keisha pouvait enfin préparer ses repas sans que le four tombe en panne. Une maison avec des chambres spacieuses, des salles de bain propres et un salon assez grand pour recevoir toute la famille.
Quand Keisha avait vu la maison pour la première fois, elle n'avait pas pu parler. Elle était restée debout dans l'entrée, les mains sur la bouche, les larmes coulant sur ses joues. Kevin l'avait prise dans ses bras et avait dit « Bienvenue chez toi, maman. C'est ta maison. Tu la mérites. » La carrière de Kevin avait été fulgurante. Dès sa première saison professionnelle, il avait été élu meilleur nouveau joueur de la Ligue. Les saisons suivantes, il avait enchaîné les trophées, les sélections, les records. Il était devenu l'un des joueurs les plus populaires au monde. Son visage était sur les couvertures des magazines. Les marques les plus prestigieuses voulaient des contrats de publicité avec lui. Les enfants du monde entier portaient son maillot et rêvaient de jouer comme lui. Kevin était devenu plus qu'un sportif. Il était devenu une icône, un symbole. La preuve vivante que peu importe d'où l'on vient, peu importe les épreuves, quand on a du talent, du travail et une mère qui croit en vous, tout est possible. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que derrière chaque victoire de Kevin, il y avait un rituel. Avant chaque match important, Kevin appelait sa mère. Il lui disait « Maman, souhaite-moi bonne chance ». Et Keisha répondait toujours la même chose. « Tu n'as pas besoin de chance, mon fils. Tu as le travail, tu as le talent, tu as le cœur. Va et montre-leur qui tu es. » Ces mots, Kevin les portait en lui comme une armure. Sur le terrain, quand la pression était trop forte, quand l'adversaire semblait imbattable, quand les jambes étaient lourdes et le souffle court, Kevin entendait la voix de sa mère dans sa tête. Et il trouvait toujours une dernière réserve d'énergie. Toujours. Kevin avait aussi créé une fondation qui aidait les mères célibataires en difficulté. Il avait appelé cette fondation du prénom de sa mère. La fondation offrait des bourses d'études aux enfants de familles monoparentales, payait des loyers pour les mères qui risquaient de se retrouver à la rue et finançait des activités sportives pour les jeunes des quartiers défavorisés. Quand on lui demandait pourquoi cette cause lui tenait tant à cœur, Kevin répondait « Parce que ma mère a été une mère célibataire. Et si quelqu'un avait été là pour l'aider quand elle en avait besoin, sa vie aurait été un peu moins dure. Je veux être cette personne pour d'autres mères, pour d'autres enfants. » Mais malgré tout ce succès, Kevin n'avait jamais changé. Il était resté le même garçon humble et respectueux que Keisha avait élevé. Il n'avait jamais oublié d'où il venait. Il retournait régulièrement en Louisiane pour voir sa mère et sa grand-mère. Il mangeait les plats que Diane lui préparait avec le même appétit que quand il avait 10 ans. Il jouait au basket avec les enfants du quartier sur ce même terrain où tout avait commencé, avec ce même vieux panier au filet déchiré. Les enfants du quartier l'adoraient. Ils le suivaient partout en criant son nom. Et Kevin prenait le temps de jouer avec chacun d'entre eux, de leur montrer des techniques, de les encourager, de leur dire « Si moi j'ai pu y arriver, vous pouvez aussi ». Kevin avait aussi retrouvé Marcus, son premier entraîneur. L'homme qui avait vu son talent quand il n'avait que 7 ans. L'homme qui l'avait entraîné gratuitement parce qu'il croyait en lui. Kevin avait financé la construction d'un nouveau terrain de basket dans le quartier. Un vrai terrain, avec un sol professionnel, des paniers neufs, des gradins, et le nom de Marcus gravé à l'entrée. Quand Marcus avait vu le terrain, il avait pleuré comme un enfant. Il avait serré Kevin dans ses bras et avait dit « Petit, tu m'as rendu tellement fier ». Kevin avait répondu « Non, c'est vous qui avez tout changé. Sans vous, je serais peut-être encore en train de lancer des balles sur un vieux panier rouillé ». Pendant toutes ces années de gloire et de succès, il y avait un homme qui regardait de loin. Un homme qui voyait le visage de Kevin dans les journaux, sur les écrans de télévision, sur les panneaux publicitaires. Un homme qui entendait le nom de Kevin prononcé par des millions de personnes à travers le monde. Cet homme, c'était Jamal. Jamal qui avait quitté sa femme le jour de son accouchement. Jamal qui n'avait jamais appelé pour prendre des nouvelles de son fils. Jamal qui avait choisi Kia plutôt que sa famille. Jamal regardait tout ça avec un sentiment de plus en plus lourd dans la poitrine. Un sentiment qu'il essayait d'ignorer, mais qui revenait chaque jour, plus fort, plus douloureux. Ce sentiment s'appelait le regret. La vie de Jamal n'avait pas été aussi belle qu'il l'avait imaginée. Kia, cette femme pour laquelle il avait tout quitté, s'était révélée être bien différente de ce qu'il avait cru. Elle dépensait son argent sans compter, elle sortait tous les soirs, elle le traitait avec mépris quand il n'avait pas assez d'argent pour satisfaire ses envies. Leur relation était devenue un champ de bataille permanent. Les disputes, les cris, les portes qui claquent. Les voisins entendaient leurs querelles à travers les murs.
Jamal avait perdu le sommeil, il avait perdu l'appétit, il avait perdu cette confiance en lui qui le rendait si séduisant autrefois. Il se regardait dans le miroir le matin et il ne reconnaissait plus l'homme qui lui faisait face. Il avait des cernes sous les yeux, son visage était marqué par le stress. Il avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Et dans les moments les plus sombres de ces nuits blanches, une pensée revenait toujours, la même pensée. Kecha n'aurait jamais fait ça. Kecha était douce, Kecha était patiente, Kecha m'aimait vraiment, et moi, je l'ai détruite. Pourquoi? Pour cette femme qui ne vaut rien. Jamal avait réalisé trop tard que Kia ne l'avait jamais aimé. Elle aimait ce qu'il représentait, le confort, l'apparence, le statut, mais pas l'homme, jamais l'homme. Kia l'avait quitté au bout de 5 ans. Elle avait trouvé quelqu'un de plus riche, de plus intéressant, de plus excitant. Elle était partie sans se retourner, exactement comme Jamal avait quitté Kecha. La vie avait une drôle de façon de rendre la monnaie de la pièce. Jamal s'était retrouvé seul, sans femme, sans enfant, sans famille. Les amis qu'il avait pendant les bons moments avaient disparu quand les choses allaient mal. Il vivait dans un petit appartement, travaillait dans un emploi qui ne le satisfaisait pas et passait ses soirées à regarder les matchs de Kevin à la télévision. Son fils. Le fils qu'il avait abandonné. Le fils dont il n'avait pas voulu s'occuper. Ce fils était maintenant l'un des hommes les plus admirés au monde. Et Jamal n'avait joué aucun rôle dans ce succès. Aucun. Un soir, Jamal avait regardé une interview de Kevin à la télévision. Le journaliste avait demandé « Kevin, vous êtes devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Notre mère a fait des sacrifices incroyables pour vous. Est-ce que vous gardez de la rancune envers votre père qui n'a pas été présent ?» Kevin avait gardé le silence pendant quelques secondes. Puis il avait dit « La rancune, c'est un poison. Ça ne fait du mal qu'à celui qui le porte. Ma mère m'a appris à ne pas être amère. Elle m'a appris que la meilleure réponse à ceux qui ne croient pas en toi, c'est de réussir. Alors non, je n'ai pas de rancune. Mais je n'ai pas de relation non plus. Il y a des absences qui laissent des traces trop profondes pour être effacées par un simple coup de téléphone. » Jamal avait éteint la télévision ce soir-là, avec les mains qui tremblaient. Les mots de Kevin tournaient dans sa tête comme un manège qui ne s'arrête pas. Des absences qui laissent des traces trop profondes. Jamal savait que Kevin parlait de lui, et il savait que son fils avait raison. Des mois avaient passé. Jamal avait hésité longtemps, très longtemps. Et puis un jour, il avait pris son courage à 2 mains et il avait écrit une lettre. Pas un message, pas un courriel, une lettre, écrite à la main. Dans cette lettre, il avait mis tout ce qu'il avait sur le cœur depuis des années. Il avait parlé de ses erreurs, de sa lâcheté, de son égoïsme, de ce jour maudit à l'hôpital où il avait commis l'acte le plus impardonnable de sa vie. Il avait dit qu'il ne cherchait pas à revenir, qu'il ne demandait pas une place dans la vie de Kevin, qu'il voulait simplement dire qu'il était désolé, que chaque jour de sa vie, il regrettait ce qu'il avait fait, que s'il pouvait remonter le temps, il ferait tout différemment. Il avait terminé la lettre par ces mots. « Je ne mérite pas ton pardon, Kevin. Mais je veux que tu saches que, malgré mon absence, malgré mon silence, malgré tout le mal que j'ai fait, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Pas un seul jour. » Kevin avait reçu la lettre. Il l'avait lue seul, dans sa chambre, assis sur le bord de son lit. Il l'avait lue 3 fois. La première fois avec colère, la deuxième fois avec tristesse, la troisième fois avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Kevin avait appelé sa mère. Il lui avait lu la lettre au téléphone. Quand il avait fini, il y avait eu un long silence. Puis Kecha avait dit « Qu'est-ce que tu ressens, mon fils ?» Kevin avait dit « Je ne sais pas, maman. Une partie de moi veut le détester pour toujours. L'autre partie se dit que détester quelqu'un, c'est comme porter un sac de pierres sur le dos. Ça ne fait mal qu'à celui qui le porte. » Kecha avait souri malgré ses larmes. Elle avait reconnu ses propres mots dans la bouche de son fils. Les mots qu'elle lui avait appris quand il était petit. Et elle avait dit « Fais ce que ton cœur te dit de faire, Kevin. Je te soutiendrai quelle que soit ta décision. » Kevin avait accepté de rencontrer Jamal. Ils s'étaient retrouvés dans un café, dans un quartier calme. Quand Jamal avait vu Kevin entrer, il avait eu le souffle coupé. Son fils était grand, athlétique, élégant. Il avait les mêmes yeux que lui, les mêmes mains, le même sourire. Sauf que ce sourire, c'était Kecha qui le lui avait donné. C'était le sourire de Kecha. Le sourire qui dit « Je suis fort malgré la douleur ». Jamal s'était levé.
Ses yeux étaient rouges. Ses mains tremblaient. Il avait ouvert la bouche, mais aucun mot n'était sorti. Kevin s'était assis en face de lui et avait dit « Je suis venu. Je t'écoute ». Jamal avait ravalé ses larmes et avait commencé à parler. Il avait dit tout ce qu'il avait écrit dans la lettre, mais avec la voix cette fois. Une voix cassée, brisée, pleine de honte et de regret. Il avait dit « Kevin, je sais que j'ai été le pire père au monde. J'ai fait souffrir ta mère le jour le plus beau et le plus important de sa vie. J'ai été lâche, j'ai été cruel, j'ai été égoïste, et j'ai payé pour ça. La vie m'a rendu au centuple tout le mal que j'ai fait. Je ne te demande pas de m'aimer, je ne te demande pas de me considérer comme ton père. Je te demande juste de savoir que je regrette. Du plus profond de mon âme, je regrette. » Kevin l'avait écouté sans l'interrompre. Quand Jamal avait fini, Kevin avait bu une gorgée de son café et avait dit « Jamal, je vais te dire quelque chose et je veux que tu écoutes bien. Ce que tu as fait à ma mère est la chose la plus cruelle qu'un homme puisse faire à une femme. Tu es venu le jour de mon accouchement, avec ta maîtresse, pour lui demander de signer des papiers de divorce. Ma mère était encore dans son lit d'hôpital. Elle venait de me mettre au monde. Elle t'attendait. Elle espérait que tu serais là pour tenir ma main. Et toi, tu es venu pour la détruire. » Jamal avait baissé la tête. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'il puisse les arrêter. Kevin avait continué. « Mais tu sais quoi? Je te pardonne. Oui, je te pardonne. Pas parce que ce que tu as fait est pardonnable, pas parce que tu le mérites. Je te pardonne parce que ma mère m'a appris que le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Garder de la colère, c'est boire du poison en espérant que l'autre va mourir. Alors je te pardonne pour ma propre paix. Mais je veux être honnête avec toi. Je ne peux pas oublier. Ce que tu as fait à ma mère est gravé dans ma mémoire. C'est une cicatrice qui ne partira jamais. Et je ne vais pas faire semblant d'avoir une relation avec toi. Je n'ai pas besoin d'un père. Ma mère a été mon père. Et ma mère. Ma grand-mère a été tout le reste. Je n'ai manqué de rien. Grâce à elle, pas grâce à toi. » Jamal avait hoché la tête en silence. Il l'avait compris. Il avait compris qu'il y avait des erreurs dans la vie qu'on ne pouvait pas réparer. Des ponts qu'on brûle et qu'on ne peut pas reconstruire. Des relations qu'on détruit et qui ne renaissent jamais. Il avait compris que le pardon n'était pas la même chose que la réconciliation. Kevin lui pardonnait, mais Kevin ne serait jamais son fils. Pas de cette façon qui fait qu'un fils appelle son père le dimanche pour prendre des nouvelles. Pas de cette façon qui fait qu'un père est invité aux anniversaires, aux fêtes, aux moments importants. Ce lien-là, Jamal l'avait brisé le jour où il était entré dans cette chambre d'hôpital avec Kia à son bras et une enveloppe de divorce dans sa poche. Quelques semaines plus tard, Jamal avait demandé à voir Keisha. Kevin avait transmis le message. Keisha avait hésité pendant des jours, et puis elle avait accepté. Il s'était retrouvé chez la mère de Keisha, dans le salon de cette maison où Keisha avait trouvé refuge le jour où Jamal l'avait jeté dehors. Diane n'avait pas voulu rester dans la pièce. Elle avait dit « Cet homme ne mérite même pas que je respire le même air que lui. » Mais elle avait quand même fait du thé avant de sortir. Parce que c'était Diane. Même dans la colère, elle restait digne. Jamal s'était assis en face de Keisha. Il l'avait regardée et il avait vu les marques du temps et du sacrifice sur son visage. Les petites rides autour des yeux, les mains qui avaient travaillé si dur pendant tant d'années. Mais il avait aussi vu quelque chose de nouveau dans ses yeux, une force, une paix, une sérénité qui venait de quelqu'un qui avait traversé le feu et qui en était sorti debout. Jamal avait dit « Keisha, je ne sais même pas comment commencer. Ce que je t'ai fait est impardonnable, je le sais. Venir le jour de ton accouchement avec une autre femme pour te demander le divorce, c'est la chose la plus inhumaine que j'ai jamais faite. Je n'ai aucune excuse, aucune justification. J'étais aveugle, j'étais stupide, j'étais égoïste. Et chaque jour depuis, je paye pour ça. Je paye avec la solitude, je paye avec les regrets. Je paye avec le vide que j'ai créé dans ma propre vie en détruisant la nôtre. » Keisha l'avait écouté calmement. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait dépassé ça depuis longtemps. Les larmes, elle les avait toutes versées dans les premières années. Il ne lui en restait plus pour cet homme. Elle avait attendu qu'il finisse de parler, puis elle avait dit « Jamal,
Tu sais ce qui est étrange? Je devrais te détester. Après tout ce que tu m'as fait, je devrais te maudire chaque jour de ma vie. Mais je ne te déteste pas. Et tu sais pourquoi? Parce que sans toi, Kevin ne serait pas là. Et sans ton départ, Kevin ne serait peut-être pas devenu l'homme qu'il est. C'est toi qui m'as obligée à être forte. C'est ton absence qui m'a poussée à donner à mon fils tout l'amour que j'avais. 2 fois plus d'amour parce qu'il en recevait 0 de ton côté. Alors d'une certaine manière, je te remercie. Tu m'as fait le plus grand mal de ma vie, mais de ce mal est né le plus grand bien. Jamal avait pleuré en entendant ces mots. Pas de soulagement, de honte. Parce que Kesha lui renvoyait sa propre cruauté avec une élégance et une maturité qui le faisaient se sentir encore plus petit. Kesha avait ajouté « Je te pardonne, Jamal. Je te pardonne sincèrement. Mais je ne veux pas d'une relation avec toi. Je ne veux pas que tu viennes chez moi pour les fêtes. Je ne veux pas de coups de téléphone. Je ne veux pas de visite. Mon fils t'a pardonné aussi, mais lui non plus ne veut pas d'une relation. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la protection. Nous nous protégeons, Kevin et moi. Nous protégeons la paix que nous avons construite sans toi. Et cette paix, elle n'a pas de prix. » Jamal était parti ce jour-là avec le cœur plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Il avait obtenu le pardon qu'il cherchait, mais il avait aussi reçu la vérité la plus dure de sa vie. Le pardon ne signifiait pas l'oubli. Le pardon ne signifiait pas le retour. Le pardon signifiait simplement que Kesha et Kevin avaient choisi de ne plus porter le poids de la colère. Mais la porte de leur vie, elle, restait fermée, pour toujours. Kevin avait continué sa carrière avec la même passion et la même humilité. Il avait gagné des titres, battu des records, inspiré des millions de jeunes à travers le monde. Mais pour lui, sa plus grande fierté n'était pas les trophées dans sa vitrine. Sa plus grande fierté, c'était le sourire de sa mère quand elle le regardait jouer depuis les gradins. C'était les repas du dimanche chez Diane, où ils mangeaient ensemble, les trois, en se racontant des histoires et en riant comme si le passé n'avait jamais existé. C'était ce lien indestructible entre une mère et son fils, un lien que rien ni personne n'avait pu briser. Pas l'abandon, pas la pauvreté, pas la trahison, rien. Kesha avait trouvé la paix. Elle vivait dans la belle maison que Kevin lui avait achetée. Elle ne travaillait plus. Elle passait ses journées à jardiner avec Diane, à lire, à cuisiner, à profiter de la vie qu'elle n'avait jamais eu le temps de vivre. Quand les gens lui demandaient le secret de sa force, elle répondait toujours la même chose. « Mon secret, c'est mon fils. » Et l'amour. L'amour d'une mère, c'est la force la plus puissante au monde. Elle peut déplacer des montagnes, elle peut transformer la douleur en or. Elle peut prendre un enfant qu'on a voulu priver de tout et en faire un roi. Voilà l'histoire de Kesha et de Kevin. Et maintenant, je vais te donner mon analyse personnelle de cette histoire. Cette histoire, elle me touche profondément, parce qu'elle parle de quelque chose que beaucoup de gens vivent, mais dont peu de gens parlent. L'abandon, la trahison, le sacrifice silencieux d'une mère qui donne tout sans rien attendre en retour. Ce que Jamal a fait à Kesha, c'est l'une des pires choses qu'un homme puisse faire. Venir le jour de l'accouchement, le jour le plus sacré dans la vie d'une femme, avec sa maîtresse, pour demander le divorce. C'est d'une cruauté qui dépasse l'entendement. C'est un acte qui montre un manque total de respect, d'humanité et de compassion. Mais ce qui me frappe le plus dans cette histoire, ce n'est pas la cruauté de Jamal, c'est la force de Kesha. Cette femme a pris une douleur qui aurait pu la détruire, et elle l'a transformée en carburant. Elle a utilisé sa souffrance pour devenir plus forte. Elle a utilisé l'absence de Jamal pour donner à Kevin encore plus d'amour. Elle a travaillé comme une guerrière, jour et nuit, sans repos, sans vacances, sans répit, pour que son fils ne manque de rien. Et le résultat est là. Kevin est devenu un champion, un homme respecté, un homme humble, un homme qui n'a jamais oublié les sacrifices de sa mère. Et puis, il y a le pardon. Le pardon que Kevin et Kesha ont accordé à Jamal. Ce pardon, il est magnifique, parce qu'il n'est pas naïf. Ce n'est pas le pardon de quelqu'un qui oublie, c'est le pardon de quelqu'un qui choisit de ne plus souffrir. Kevin a pardonné, mais il n'a pas oublié. Il ne veut pas de relation avec Jamal, et c'est son droit le plus absolu. Kesha a pardonné, mais elle a aussi fermé la porte. Et cette porte fermée, c'est la plus belle leçon de dignité que j'ai vue. Pardonner, ce n'est pas accepter de reprendre quelqu'un dans sa vie. Pardonner, c'est se libérer soi-même des chaînes de la colère et de la rancune. Jamal, lui, a reçu la leçon la plus dure de sa vie.
Il a compris que certaines erreurs ne se réparent pas, que certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus jamais, que l'on peut regretter toute sa vie et que ce regret ne changera rien au passé. Il a vu son fils devenir une star mondiale sans avoir contribué à quoi que ce soit. Il a vu l'enfant qu'il avait abandonné devenir l'homme que tout le monde rêve d'avoir comme fils. Et il sait que tout ça, ce n'est pas grâce à lui, c'est malgré lui. C'est grâce à Kesha, grâce à Diane, grâce à Marcus, grâce à tous ceux qui ont cru en Kevin quand lui ne croyait même pas en son propre fils. Cette histoire, mes amis, elle nous rappelle une vérité simple mais profonde. Dans la vie, ce ne sont pas les gens qui nous quittent qui décident de notre avenir. Ce sont les gens qui restent, les gens qui croient en nous, les gens qui se battent pour nous, même quand le monde entier nous a tourné le dos. Kesha est resté, et son fils est devenu un roi. Jamal est parti, et il a fini seul avec ses regrets. La vie a sa propre justice. Elle n'a pas besoin de tribunaux, d'avocats ou de juges. Elle rend à chacun ce qu'il mérite. Parfois ça prend du temps, parfois ça prend des années, mais ça finit toujours par arriver. Et je veux aussi parler de Diane, la mère de Kesha. On ne parle pas assez de ces grands-mères qui sauvent des familles entières en silence. Diane a été le pilier de cette histoire. Sans elle, Kesha se serait peut-être effondré. Sans elle, Kevin n'aurait peut-être pas eu la stabilité dont il avait besoin pour grandir et devenir ce qu'il est devenu. Diane a ouvert sa porte, elle a ouvert ses bras, elle a ouvert son cœur. Elle a été la mère de sa fille et la grand-mère de son petit-fils en même temps. Elle a porté le poids de 2 générations sur ses épaules sans jamais se plaindre. Et ça, c'est la vraie force. La force silencieuse, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui soulève des montagnes. Maintenant, je veux te poser une question. Toi qui as écouté cette histoire jusqu'au bout, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Kevin a eu raison de pardonner à son père? Est-ce que Kesha a eu raison de ne pas garder de rancune? Est-ce que Jamal méritait ce pardon? Et toi, dans la même situation, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais pardonné ou est-ce que tu aurais gardé cette colère en toi pour toujours? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque histoire est différente. Chaque cœur a ses raisons. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Donne-moi ton avis. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Et souviens-toi, l'amour d'une mère ne meurt jamais.